Merci beaucoup, M. Bégin. Merci beaucoup de l'invitation. Je dois avouer que c'est un très grand honneur d'être ici aujourd'hui à l'Université Laval, non plus uniquement en tant qu'étudiant, mais de manière professionnelle maintenant, pour la première fois. Donc, je suis un peu ému, je dois l'avouer. Et je remercie donc beaucoup l'IDEA de m'offrir cette occasion-là, de venir vous parler du travail qu'on a fait, en fait, à la Commission sur la télésanté clinique au Québec. Un avis, comme il a été dit, qui a été fait durant toute l'année 2013. Donc, j'ai fait un tour de table rapide un peu avant que d'autres personnes arrivent. Je sais qu'il y a beaucoup de gens déjà en santé qui connaissent bien la télésanté dans la salle, mais quand même pour introduire un peu plus un peu par la base, vraiment, qu'est-ce que la télésanté? Quelques situations, des choses qui se font en ce moment, des choses qui sont usuelles, si on veut, dans le domaine de la télésanté ici. Un exemple, une Madame Rose atteinte de sclérose en plaques qui rencontre son médecin via le logiciel Skype, donc sans avoir quitté son domicile. Pour Madame Rose, c'est très important, atteinte de la sclérose en plaques, donc les mouvements sont difficiles, pouvoir rester, souvent elle doit demeurer alitée, par exemple, donc pouvoir rester à son domicile, avoir un accès rapide et en temps opportun à son médecin, c'est un grand avantage et le logiciel lui permet de le faire, la pratique de son médecin lui permet de le faire. M. Pinsonneau, par exemple, lui, passe l'hiver en Floride, snowbird notoire, décide que c'est beaucoup moins cher de pouvoir rencontrer son médecin au Québec, lui aussi via Skype à partir de son condo en Floride, pour un suivi d'une condition médicale qui existe déjà, ou peut-être même pour une première consultation, si son beau-frère, par exemple, lui propose de rencontrer son médecin, ou un problème de santé qui s'est déclaré, là, qui commence à l'inquiéter, certains symptômes plus récents depuis qu'il est arrivé en Floride. Et finalement, Dr Valcourt va offrir un service rapide à ses patients. Il fait faire la lecture de la radiographie de M. Darèche par un spécialiste situé dans un autre fuseau horaire, notamment en Inde, ce qui lui permet d'avoir les résultats beaucoup plus rapidement. Et merci aussi à moindre coût. Donc, des situations, comme je vous dis, qui se font assez régulièrement, davantage dans le réseau des cliniques privées, qui, cependant, peuvent soulever différents enjeux. Donc, on parle, par exemple, question de la relation clinique, la qualité de la relation clinique. Est-ce que le fait d'utiliser un logiciel en vidéoconférence donne le même rapport au patient, malgré la distance, par exemple? L'utilisation de ce logiciel-là, bon, est-ce qu'il amène certaines limites? Est-ce que le fait de fonctionner via Skype ajoute des limites dans la relation? Est-ce qu'il n'y a pas des risques de défaillance de la technologie qui pourraient faire en sorte que le professionnel de la santé aurait un jugement qui pourrait être altéré sur le cas? Toute la question d'intégrité du réseau de transmission des données. Lorsqu'on parle, Skype est quand même assez bien crypté, c'est sécurisé, mais il reste que ça passe par un réseau Internet qui, lui, est quand même public. Localisation des serveurs, dépendamment du logiciel utilisé. Des serveurs en Californie ne sont pas soumis aux mêmes lois que des serveurs au Québec. Encore une fois, pour une question de gestion des renseignements personnels, ça peut être problématique. Question de responsabilité professionnelle. M. Pinsonneau, par exemple, se fait traiter aux États-Unis. Son médecin est au Québec. Quels sont les termes, à quelle législation, à quelle juridiction doit-il se rapporter? Il y a encore un flou en ce moment dans la manière dont c'est conçu dans les différents États américains, différentes provinces canadiennes. La position du Collège des médecins a d'ailleurs varié dans les dernières années à ce sujet-là. Aussi par rapport, évidemment, au Dr Valcourt qui fait faire la lecture de la radiographie dans un autre pays. Est-ce que le radiologiste en Inde est soumis au même code déontologique, aux mêmes exigences de responsabilité qu'au Québec? Encore une fois, pour notre collègue indien, la compréhension du contexte clinique, est-ce que c'est le même? Est-ce qu'il y a une compréhension assez juste du contexte dans lequel il intervient par rapport à M. Darèche pour son problème de santé? Et tout ça mis ensemble peuvent poser des questions sur la qualité des soins qui sont prodigués. Donc, et là, on parle de trucs assez simples. On n'est même pas encore rendu à des trucs comme la téléchirurgie ici, qui existe depuis déjà une quinzaine d'années, un peu moins de 15 ans, et qui se pratique donc de manière, disons, à l'occasion. Ou des trucs comme la téléanesthésie aussi, donc une anesthésie qui peut se faire à distance, donc avec un logiciel qui administre les médicaments aux patients. Donc, pour naviguer à travers cet océan de questions, ma présentation va être structurée en 3 grands points. Première partie, revenir un peu sur qu'est-ce que la télésanté, puis surtout sur le contexte
de l'intervention de la commission. Ensuite, le cœur de ma présentation va être pour présenter le cadre éthique qui a été développé par la commission, donc essentiellement ce qui constitue notre cadre d'analyse, qui nous permet d'aborder la situation, de pouvoir, donc la grille d'analyse, donc pour pouvoir circonscrire les enjeux, les valeurs qui sont importantes dans le cadre de la télésanté. Si on a le temps, mais ça, je vous l'annonce tout de suite, ça va être surtout en période de questions, revenir plus spécifiquement sur les enjeux qui sont soulevés par la télésanté. Donc, plusieurs éléments vont être mentionnés pendant la présentation, mais pour faire un retour plus systématique, si c'est des enjeux qui vous intéressent davantage, on pourra revenir en période de questions. Puis un petit wrap-up avec les recommandations de la commission. Donc, qu'est-ce que la télésanté? On peut parler de cybersanté, de e-santé, de télémédecine. Il y a plusieurs termes, il y a peu de définitions reconnues là, internationalement qui fassent vraiment l'unanimité. Au Québec, on a quand même une définition qui est enchâssée directement dans la loi sur les services de santé et les services sociaux, qui a une portée cependant limitée, justement, dans l'application de cette loi-là, essentiellement pour des fins de rémunération, puis pour encadrer les ententes de services, qui sont des contrats qui doivent être conclus entre les établissements de santé qui font des activités de télésanté. La commission, disons, pour restreindre un peu son champ d'analyse, a pris comme définition uniquement l'utilisation des technologies de l'information et de la communication pour rendre des services de santé ou des services sociaux à distance. Donc, l'élément de distance est important, l'élément technologique l'est tout autant. Et on restreint aux usages cliniques. Donc, tout ce qui est fin éducative, administrative, ont été laissés de côté parce que ça soulève ou bien moins ou bien carrément pas d'enjeux, et sinon des enjeux qui sont très différents des enjeux qui sont dans un contexte clinique, où il y a réellement une relation professionnelle qui est établie. Et puis, on garde quand même une définition qui est assez large, qui permet de toucher un ensemble de professions, qu'on parle justement en médecine, infirmerie, pharmacie, réadaptation, psychiatrie, etc. C'est très large. Pourquoi est-ce qu'on s'y intéresse, en fait, d'un point de vue éthique? Qu'est-ce qui fait qu'on a été amené à se pencher sur cette question-là? Bien, il y a toutes les questions que j'ai pu soulever déjà en introduction. Il y a le fait principalement que la télésanté a quand même un caractère assez innovateur et potentiellement transformateur du système de santé. Donc, en ayant des actes professionnels, des actes médicaux qui sont carrément délocalisés, donc qui peuvent avoir lieu à plusieurs sites en même temps, dépendamment de comment on le... Donc, le patient peut être à un endroit avec un médecin à un autre, une équipe de suivi, par exemple en nutrition, en ergo, en infirmerie ailleurs. Tout ça a des effets importants sur la pratique clinique, sur les professionnels, mais aussi évidemment sur les usagers et sur la structuration même du système de santé. Ça amène aussi à la question des bénéfices et des coûts pour le système, parce qu'évidemment, ça ne vient pas à coût nul. Pour certaines applications, c'est très avantageux. Ça permet de sauver de l'argent. Pour d'autres, mais c'est un investissement de départ qui est très, très important. En fait, ce qui nous a amené aussi dans le contexte précis aujourd'hui, en fait l'an dernier, là, à travailler sur cette question-là, on remarquait qu'il y avait une utilisation qui était quand même croissante des technologies, autant des technologies personnelles, donc l'utilisation par des professionnels de la santé de courriels personnels, de logiciels en vente libre, de téléphones intelligents, avec la capacité de résolution, par exemple, assez impressionnante que peut maintenant avoir des appareils comme un simple iPhone, mais aussi une utilisation croissante dans le réseau de la santé qui va justement croissant en raison de barrières qui ont pu être levées, notamment en termes de rémunération. Il y a des ententes de rémunération qui ont été conclues avec les omnipraticiens et les spécialistes dans les dernières années. Et donc, on peut s'attendre à ce que ça prenne davantage son essor, surtout compte tenu que la télésanté occupe une place depuis au moins la moitié des années 2000 dans une réforme, en tout cas une certaine manière d'amener le système de santé à être davantage intégré, d'avoir une meilleure circulation d'informations, d'avoir des soins qui sont plus accessibles et donc un ensemble de finalités du système de santé en termes de continuité des soins, de soins en temps opportun, en termes d'accessibilité malgré la distance et aussi des fois malgré la condition même du patient. Donc, on pense par exemple à notre patiente, Mme Rose, qui est atteinte de sclérose en plaques. Elle peut être très proche de son point de service. Il reste que le déplacement, aussi court soit-il, est un problème. Donc, ça permet une meilleure accessibilité à ce niveau-là. Et ça s'intègre donc dans une volonté du ministère depuis le milieu des années 2000 de mettre sur pied des réseaux intégrés de services et pour faire face à des défis particuliers de notre système de santé, notamment pour faire face aux maladies chroniques qui demandent une prise en charge
interprofessionnelle, donc avec des maladies qui sont à plusieurs facteurs, qui demandent l'intervention de plusieurs expertises autour d'un même cas, et surtout sur une période de temps qui est beaucoup plus longue. Donc, la coordination des soins demande une nouvelle approche. Et la télésanté est présentée comme une manière de soutenir les réformes nécessaires pour pouvoir faire face à ces problèmes-là. Tout ça s'ajoute à une utilisation un peu plus classique pour faire des soins de longue distance, si on veut. Donc, au départ, par exemple, un réseau, les premiers réseaux de télésanté étaient le réseau de l'Est du Québec et aussi les réseaux avec le Nord québécois, les communautés autochtones ils sont toujours assez mal desservies parfois et qui permettent donc d'avoir de meilleurs services, du moins des services beaucoup plus accessibles et efficaces. Donc, tout ça mis ensemble nous amène à un contexte, la télésanté est appelée à prendre un peu plus de place quand même dans notre système de santé, voire à avoir un rôle assez assez structurant dans le système, alors que des balises normatives ne sont pas vraiment à jour encore et où il n'y a pas eu de réflexion de fond en matière d'éthique qui a été faite depuis que le ministère a commencé à réfléchir à ces questions-là dans les années 2000. Dans les derniers temps, quand même, on a remarqué dans nos travaux que ça s'actualisait aussi, mais on avait des demandes assez récurrentes de la part des acteurs sur le terrain qui rencontrent des enjeux de plus en plus. Besoin pour l'analyse, disons, certains enjeux ou contraintes même que pose la télésanté. On parle ici d'un très vaste ensemble de technologies et d'usages. Donc, d'ailleurs, pour ceux qui ont pris les feuilles à l'avant, vous avez, je pense en page 2, vous allez avoir le tableau. Il y a quelques technologies, quelques contextes d'utilisation. Vous allez déjà avoir un aperçu de certaines technologies, certains usages en télésanté. Il n'est pas exhaustif. On a pris les 3 grandes catégories qui sont les plus usitées, si on veut. Donc, il y en a d'autres. On parle aussi des technologies plus personnelles, l'utilisation de technologies personnelles, mais aussi on peut penser à, justement, comme je présentais, téléchirurgie, télépathologie, d'autres formes d'intervention. Donc, le besoin par rapport à ça, c'est d'avoir des repères qui sont assez généraux, qui nous permettent de nous orienter quand même au moins pour avoir quelques grandes orientations dans ce vaste ensemble-là, éviter de faire du cas par cas à chaque fois et de recommencer sans cesse. Autre problème, ou en tout cas autre enjeu, évolution rapide de la technologie, rapidement dépassée. On peut avoir de l'encadrement qui, justement, n'est plus à jour très rapidement parce que de nouvelles technologies ont pris la place. Donc, aussi être capable de créer des outils d'analyse, des outils d'intervention qui puissent durer dans le temps. Puis pour ce faire, on le fait en s'ancrant dans des caractéristiques qui sont partagées par les différentes technologies. On fait face aussi à une documentation qui est assez limitée. Les projets de télésanté ne viennent pas toujours avec une évaluation. Et il y a beaucoup de ce qui se fait qui n'est carrément pas suivi ou monitoré dans le système. Donc, d'une part, on n'a pas beaucoup d'informations sur ce qui est, mais aussi il y a plusieurs éléments, donc on pourra discuter, qui sont essentiels à une bonne prise de décision là, pour bien prendre en compte les enjeux éthiques, qui sont très peu documentés, où on a des résultats qui sont pas clairs, si on veut, notamment en termes de facteurs influençant positivement ou négativement sur la qualité d'une relation clinique lors d'une téléconsultation, par exemple. Donc, une consultation à distance via la vidéoconférence comme Skype. Donc, autre besoin d'une documentation plus complète. Puis, enfin, un dernier enjeu, comme on parle d'un déploiement prévisible et par l'ensemble des acteurs, en fait, qu'on a pu rencontrer, souhaité, donc un développement qui est souhaité, à plus grande échelle dans le réseau. Pour nous, ce qui est important, c'est d'intervenir pour introduire d'emblée l'éthique en amont du déploiement de la télésanté et de fournir avec notre avis une expression claire d'une vision d'ensemble pour un développement responsable de la télésanté. Donc, 2 orientations qui ont été importantes là, pour la Commission face à ce constat-là que je viens de présenter. Donc, 2 grandes orientations, une en matière d'éthique, une en matière plus méthodologique. Donc, en matière d'éthique, vu qu'on remarque un enthousiasme quand même chez plusieurs acteurs pour la télésanté qui permettent d'améliorer les soins, d'améliorer la qualité des soins, notamment en améliorant la circulation de l'information. La Commission a vraiment conçu son rôle comme un rôle d'accompagnement, d'encadrement, mais surtout pas de frein. Donc, l'idée était de dire là où une technologie ou de nouvelles pratiques peuvent réellement améliorer la santé des individus, même si, ou améliorer ou renforcer le système de santé lui-même, là où
il y a quand même certaines conséquences négatives. Notre devoir n'est pas de bloquer en raison des conséquences, mais d'aller chercher celle qui a le plus d'effets bénéfiques et de trouver des modes de compensation pour les effets négatifs. Donc, c'est vraiment ce qui a guidé la commission dans son analyse, d'un point de vue d'éthique. D'un point de vue plus méthodologique, mais c'était pour répondre un peu aux besoins dont je faisais état plus haut. Aller circonscrire un peu quelques défis qui se posent à la prise de décision pour les gens aujourd'hui, qu'on se trouve dans un contexte quand même de transition, hein, à la fois organisationnel et technologique. Donc, pouvoir ancrer nos recommandations dans des défis qui sont concrets pour répondre aux préoccupations des gens sur le terrain. Et ensuite, identifier certaines caractéristiques essentielles partagées par les différentes technologies et différents usages qui vont être pertinentes à une analyse éthique pour ensuite, à partir de là, faire ressortir des enjeux. Donc, le rôle de la commission là-dedans, la démarche qu'elle a voulu entreprendre, c'est vraiment d'éclairer l'aspect éthique de toute la décision des décisions qui ont à être prises dans le système de santé aujourd'hui par rapport à la télésanté. Et donc, d'éclairer cette option-là parmi d'autres, parce qu'évidemment, la télésanté n'est pas la seule option pour améliorer notre système, n'est pas la seule option pour avoir des réseaux intégrés. C'est un outil qui a des avantages propres, mais qui n'est pas unique. Et donc, je tiens encore une fois à circonscrire le champ d'intervention. Nous ne sommes pas là pour dire que la télésanté, c'est la voie de l'avenir, c'est vers là qu'il faut aller, mais il faut quand même tenir compte de ces effets positifs et prendre acte des enjeux éthiques qui sont posés. Ce que le journal Le Devoir a titré d'une manière très nuancée, comme vous voyez ici. Donc, simple slide pour vous rappeler qu'il faut lire les rapports en entier, non pas les grands titres des journaux. Donc, oui, la télésanté au service de l'intégration des services, mais avec quand même quelques bémols dont on va pouvoir discuter. Notamment, on remarque dans le développement, le déploiement de la télésanté, il y a différentes logiques qui sont à l'œuvre. Une logique, d'une part, de l'offre, où c'est vraiment l'offre technologique, le technology push, qui est à l'œuvre. Et là, bon, ben, c'est davantage les compagnies, je ne les nommerai pas, qui font dans le domaine de la télésanté, qui vont vouloir vendre leurs produits, où on fait valoir des grandes promesses par rapport à l'introduction de la technologie et qui, malgré tout, doivent venir avec tout un ensemble de mesures organisationnelles qui dépendent d'un ensemble de facteurs qui sont extérieurs à la technologie dont il faut pouvoir tenir compte. Une autre logique aussi qui est à l'œuvre, une logique de la demande, mais davantage axée sur les préférences des professionnels et des patients. Là, on parle de l'argument qui a d'ailleurs été servi par le PDG d'Info Santé Canada, Inforoute Santé Canada, pardon, qui disait essentiellement, si je peux payer mes comptes en ligne, si je peux faire mon épicerie en ligne, pourquoi je ne pourrais pas aussi recevoir mes soins de santé en ligne? Donc, l'idée, un peu il y a cette disponibilité-là, cette facilité-là qui vient avec les technologies de l'information. Pourquoi ça ne s'appliquerait pas à la santé? Là, il peut y avoir une forme de demande qui est axée sur une approche peut-être un peu consumériste des soins de santé. La Commission a voulu vraiment dire, oui, la télésanté, mais centrons-le d'avant tout sur la demande et sur la notion de besoin, plutôt que sur la notion de préférence. Et surtout, la demande plus que l'offre technologique. Donc, ce que ça demandait, et là, on a 3 grands critères qui sont assez bien reconnus internationalement aussi, qu'on trouve dans la littérature, pour aller de l'avant, pour donner un peu de corps là, à la vision à mettre de l'avant. Toujours se reposer sur l'évaluation rigoureuse des besoins en matière de santé dans une situation précise pour voir ensuite comment le moyen technologique peut venir soutenir la réponse à ces besoins-là. Démontrer évidemment l'utilité clinique et la sécurité des technologies, ce qui va de soi, d'une certaine manière, mais qui n'est pas toujours évidente parce qu'il y a des enjeux méthodologiques importants. Puis lorsque le discours est beaucoup porté par l'industrie, bien évidemment, il y a certains passe-droits là, sur la démonstration qui peuvent être faits. Et bon, maintenir pour le système de santé en entier un rapport coût-efficacité qui est avantageux. Donc, on passe maintenant, on va dire, le cœur même du rapport de la Commission, qui est tout l'aspect éthique et le cadre éthique. Donc, ce qui est à la fois notre cadre d'analyse pour aborder les enjeux, mais aussi qui donne des outils, si on veut, pour alimenter la réflexion, soutenir la décision sur les questions d'éthique en télésanté. Donc, on a une approche qui est inductive à la Commission, où on commence
avant tout par un état des lieux de la situation pour regarder qu'est-ce qui se fait, dans quel contexte on s'intègre. Et à partir de là, bon, comme je vous ai dit, on faisait ressortir les caractéristiques pertinentes et les défis à la prise de décision comme éléments du contexte pertinent pour notre analyse. À partir des caractéristiques, on fait ressortir certaines zones de risque éthique qui nous amènent à identifier des enjeux qui doivent être, auxquels il faut répondre de manière prioritaire. Ensuite, à partir de l'analyse même du contexte du système de santé québécois, qui évidemment, un système de santé n'est pas neutre, c'est l'incarnation de valeurs, de principes, de choix sociaux. Donc, il y a un ensemble de principes quand même à teneur éthique qui figurent déjà au cœur du système de santé, qu'on a voulu identifier, qui étaient pertinents dans le cas de la télésanté et qui pourront être appliqués pour voir quel type de recommandations on peut en tirer. Et donc, à partir des enjeux éthiques et des principes, on fait ressortir des valeurs qui s'avèrent prépondérantes, là, donc qui ressortent à l'analyse. Et la commission en a identifié 4 qu'elle place au cœur de toute décision, de toute action en matière de télésanté. Nos recommandations, à la fin, émergent, comme vous voyez, à partir du tableau, de 3 grandes sources. D'une part, elles se veulent une réponse aux enjeux de prise de décision dans le système. Elles se veulent aussi répondre directement, évidemment, aux enjeux éthiques, puis découlent de l'application des principes. 4 grands défis qui se posent pour la télésanté. Bien, on en a déjà parlé un peu tantôt, l'innovation rapide des technologies des savoirs. C'est très difficile pour les décideurs, les professionnels, de se tenir à jour à la fois sur l'information, en termes de compétences, puis par rapport à toutes ces technologies-là. C'est difficile aussi pour ce qui est de l'encadrement, parce qu'évidemment, on a des technologies qui évoluent très, très rapidement. Et on a des technologies là-dedans qui sont aussi en elles-mêmes très difficiles à contrôler. Par exemple, un téléphone personnel. Donc, ça pose l'innovation elle-même pose des enjeux importants. Comment faire face à ça? Donc, un enjeu important pour l'action. L'évaluation des technologies, j'en ai déjà parlé un peu aussi. Il y a des enjeux méthodologiques importants. La plupart en termes de qualité d'information puis de disponibilité. Donc, il y a comme 2 éléments. En termes de qualité d'information, on a souvent des études qui sont difficilement généralisables, avec des cohortes très petites, dans des contextes où on ne fait pas uniquement justement intégrer un médicament à l'aveugle pour aller voir le résultat, mais on a toute une réorganisation qui est nécessaire autour des pratiques. Donc, par exemple, en télésoins à domicile, lorsqu'on vient changer à la fois la routine d'intervention des professionnels qui ne font pas simplement visiter leurs patients à domicile à un moment fixe dans la journée, puis ils font leur suivi de cette manière-là en personne. On passe à un logiciel de télésanté où on a, par exemple, une gestionnaire de cas qui va prendre des alertes qui sont générées par un logiciel au domicile du patient selon l'état de santé du patient, donc qui monitore l'état de santé du patient en direct. Envoie ça à un gestionnaire de cas qui va ensuite pouvoir envoyer des professionnels au besoin au domicile des patients. On vient de changer toute l'organisation du travail. Donc, on n'est pas uniquement dans l'introduction de la technologie. On est vraiment dans des éléments où il y a beaucoup de facteurs humains, sociaux, organisationnels qui rentrent en ligne de compte et où, donc, chaque contexte, dans le fond, dans lequel sont faits les projets pilotes est important. Donc, ça demande une approche beaucoup plus qualitative et à partir de laquelle c'est plus difficile d'obtenir des résultats facilement généralisables lorsqu'on parle d'un déploiement très large à l'intérieur du réseau. Je viens d'en parler un peu déjà, les enjeux organisationnels. On fait face à des facteurs très larges et multiples qui influent sur la qualité du service et sur le type de conséquences qu'il va y avoir sur les différentes parties prenantes. Et puis, vu qu'on a souvent beaucoup de personnes, la coordination peut être plus difficile, notamment en matière de transfert d'informations, ce qui est quand même assez particulier parce qu'on parle de technologie de l'information et de la communication, mais finalement, on remarque que la plupart des défis sont posés par des enjeux de coordination et de partage d'informations. Mais c'est ça, c'est clairement le cas. Ça bouleverse beaucoup de pratiques, notamment en matière de communication. Et finalement, bien, le financement de la télésanté, l'allocation des ressources, certaines applications sont très peu coûteuses, mais comme je disais, pour d'autres, ça demande
un investissement de départ assez élevé et des fois aussi toute une infrastructure qui vient derrière. Donc, pour être vraiment efficace, parfois, on va avoir besoin d'un dossier de santé électronique qui va être partagé entre plusieurs points de service. Là, ça vient avec tout un réseau de transfert d'informations. Puis là, si on veut amener ça à hauteur du réseau, ça devient très complexe. On peut juste s'imaginer, se rappeler en fait les chiffres et le temps que prend la mise sur pied du dossier de Santé Québec, le dossier de santé électronique. On est encore à essayer de mettre ça, à déployer le dossier de santé avec les coûts qui explosent d'année en année. Donc, c'est des enjeux importants, surtout que les bénéfices ne sont pas nécessairement à court terme. Donc on parle d'un déploiement à l'intérieur du réseau, il faut pouvoir le voir à plus long terme. Donc, il y a vraiment un enjeu de priorisation qui va être important à ce niveau-là. On arrive maintenant plus proche de l'éthique encore, avec les caractéristiques les plus pertinentes à l'analyse. On en a identifié 5. On va les passer les 5 une après l'autre. Ils sont évidemment cumulatives. Donc, une même technologie ou pratique peut avoir l'ensemble de ces caractéristiques-là. On va pouvoir regarder à partir des caractéristiques quels sont les risques éthiques les plus importants qui se présentent. Donc, par exemple, on avait l'idée d'un caractère hybride, à la fois outils et services. La télésanté, comme je disais, ce n'est pas uniquement de la technologie. C'est un mode de prestation de service, un mode de prestation de soins. Puis c'est aussi tout un ensemble de réorganisation nécessaire qui vient avec donc des limites et des défaillances possibles de la technologie. Un facteur d'innovation important, en innovation pas uniquement technologique, mais aussi en innovation, appelons-la sociétale ou organisationnelle. Et donc, ça peut bouleverser déjà les relations entre les personnes, les rôles sociaux que prennent les différents intervenants. Pensons notamment au rôle du proche aidant qui, dans certaines situations, peut être carrément bouleversé par la télésanté, où là, tout d'un coup, un patient qui avait un besoin d'un accompagnement constant se trouve à pouvoir avoir un lien beaucoup plus direct avec son professionnel de la santé, ce qui est une bonne chose pour le patient, ce qui est très bon pour son autonomie, mais il y a un risque de marginalisation, par exemple, du proche aidant là-dedans, qui, là, tout d'un coup, n'est plus partie prenante de chaque étape du processus de soins. Donc, ce genre d'éléments-là à tenir en compte peut être important. On parle de technologie de la communication, de l'information. C'est le cœur même de la télésanté. Et évidemment, lorsqu'on parle de communication, on parle de relations humaines, on parle d'éléments assez sensibles, justement, dans les relations humaines. On parle souvent d'enjeux de confiance aussi, notamment entre les professionnels, entre le professionnel et l'usager. Et puis, bon, pour revenir rapidement à la technologie, on parle quand même d'une certaine nouveauté en ce qu'en santé, on est habitué de voir des technologies, mais quand même, la particularité de la télésanté, c'est que là, la technologie, elle est au cœur même de l'interaction entre les participants. Elle est littéralement entre le professionnel et son patient ou entre les professionnels. Le facteur de la distance, le plus évident, si on veut, distance qui peut être plus ou moins grande, comme je disais, qui permettent de passer outre des obstacles qui sont des fois d'un long kilométrage, une très grande distance, mais parfois des difficultés simplement de mobilité, par exemple. Donc, il peut y avoir des effets sur la relation clinique, on pense simplement, par exemple, dans une visioconférence, le simple fait de ne pas pouvoir se regarder dans les yeux. Hein. On regarde une caméra, mais on ne peut pas voir croiser le regard réellement de son interlocuteur. C'est un fait peut-être banal, mais en même temps, ça montre que la communication humaine, c'est un ensemble de facteurs quand même aussi qui peuvent être bouleversés par le fait de se retrouver dans deux lieux différents ou de devoir utiliser un intermédiaire technologique. Donc, c'est une nouvelle forme de présence auquel les participants doivent s'adapter. Connaissance du milieu de pratique, on peut s'imaginer, évidemment, il y a des cas à l'international, mais même à l'intérieur d'une même juridiction, le professionnel doit quand même bien connaître les ressources qui sont disponibles pour l'usager de l'autre côté de la caméra. Doit avoir une certaine connaissance aussi de tout un arrière-plan qui n'est pas évident ou nécessairement explicité lorsqu'il fait une intervention. Pour pouvoir exercer son jugement professionnel, il y a tout un ensemble de non-dits qui doivent être interprétés au regard de la connaissance que peut avoir le professionnel du milieu dans lequel il intervient. Donc là, lorsqu'on ajoute des distances, quelqu'un qui pourrait être rester chez lui, mais intervenir à différents endroits au pays, dans des communautés des fois reculées, où il peut y avoir des variables culturelles qui entrent en ligne de compte,
ce genre d'élément-là devient important et peut avoir des conséquences sur, sur la qualité des soins. Puis, bon, bien, la relation avec les professionnels, évidemment, là, eux aussi doivent pouvoir apprendre à gérer la distance entre eux. Des fois, dans une forme de réseau de référence qui peut être différent. Pour faire confiance à un autre professionnel, au jugement d'un autre professionnel qui est complètement ailleurs, qu'on n'a peut-être jamais même rencontré en personne, c'est quelque chose qui ressort de manière assez forte là, dans les préoccupations des professionnels. Plusieurs sont très réfractaires à cette idée-là. Donc, autre caractéristique importante, la pluralité des intervenants concernés, ça implique, en fait, ça implique beaucoup de choses. En termes, par exemple, de partage de la responsabilité, là, on parlait, par exemple, d'équipes multidisciplinaires. Bon, bien, à l'intérieur même du contexte clinique, le fait d'avoir plusieurs intervenants qui doivent se coordonner, et encore une fois, sans se rencontrer nécessairement, pose l'enjeu du partage de la responsabilité, du partage des tâches. Et on peut élargir encore plus qu'au contexte uniquement clinique, mais aussi entrer à tout ce qui est conception, design, technique autour de la télésanté. Et là, évidemment, on peut avoir un problème de dilution de la responsabilité. Donc, lorsqu'il y a un problème qui advient, qui devrait être tenu responsable ou bien de la défaillance carrément de la technologie ou d'un acte qui a été posé qui est peut-être problématique, mais qui repose sur un jugement qui lui-même se reposait sur des variables qui ont pu être modulées à différents niveaux. Donc, à cause de la technologie, elle n'avait peut-être pas la capacité de bien rendre l'image, de bien rendre un certain contexte, parce que la technologie a été faite selon une certaine compréhension des besoins qui n'est pas la même pour chacun des acteurs. Si ça vous intéresse, il y a des travaux, quelques travaux en design qui sont faits assez peu, mais les travaux faits par Pascal Lehoux à l'Université de Montréal sont extrêmement intéressants à ce niveau-là, sur tout le rôle les différences de conception des besoins entre les designers, les concepteurs de technologie, les utilisateurs professionnels puis les usagers eux-mêmes. Et là où il peut y avoir un ensemble de mécompréhensions à l'intérieur de cette chaîne-là. Et finalement, pluralité d'intervenants, bien, plus on est fou, plus on rit, plus il y a de risques humains dans la gestion des renseignements personnels, des problèmes qui peuvent toucher donc à la confidentialité de ces renseignements-là. On continue un peu dans cette même veine, la variété et la quantité des données transmises. La télésanté permet de recueillir des données bien, évidemment, de différentes manières, sous différentes formes, des données du son, du vidéo, de la photo, des notes, uniquement de l'audio. Ça peut être des données, un électrocardiogramme, ça peut être de la radiographie. Donc, c'est très, très varié. Ça peut être des données qui sont brutes, non interprétées, et donc qui posent une question de compréhension, d'interprétation supplémentaire. Ça peut être des données qui sont déjà interprétées, et donc là, pose la question de est-ce que l'interprétation était la bonne? Est-ce que la personne qui reçoit ces données-là a tous les éléments nécessaires pour poser son jugement ou devrait pouvoir réinterpréter les données? Ça pose aussi une question de qualité des données dans la mesure où les modes de collecte peuvent être assez variés, notamment en soins à domicile où c'est le patient lui-même qui est appelé à prendre beaucoup de ces données-là. Ça prend un soutien assez important dans certains cas pour pouvoir assurer que les données qui sont fournies sont effectivement de bonne qualité, sont prises dans les bonnes conditions, parce que justement, par la suite, il y aura des décisions cliniques là, qui devront être prises sur la base de ces données-là. Et bon, évidemment, encore une fois, le classique, la gestion des renseignements personnels. Lorsqu'on se retrouve avec, par exemple, quelqu'un qui est monitoré 24 heures sur 24, on se retrouve avec une très grande quantité d'informations sur cette personne-là. Des fois, bien, il peut y avoir une information secondaire. Même si c'est uniquement de l'information de santé, il peut y avoir des éléments qui nous en apprennent plus, finalement, sur cette personne-là. Donc, il faut réussir à gérer ces renseignements-là. Finalement, l'interopérabilité, qui a plusieurs dimensions, technologiques, humaines, normatives, organisationnelles, c'est l'idée que les technologies en question doivent pouvoir se parler entre elles, si on veut. Donc, ils doivent pouvoir être à la fois compatibles d'un point de vue technologique, mais aussi pouvoir soutenir
un ensemble de pratiques, soutenir un ensemble de pratiques qui étaient, par exemple, pris en charge par des humains, donc des pratiques de communication, de transfert d'informations, d'analyse d'informations, pouvoir transférer ça de manière efficace à une machine qui va pouvoir le communiquer, le transférer à une autre pour fournir ensuite une information compréhensible et utile aux intervenants. Donc, le fait d'avoir une plus grande part d'activité qui est prise en charge par de la technologie, évidemment, pose des questions d'adaptation des pratiques. Il faut s'assurer que l'information qui est traitée, analysée, transférée demeure justement dans un format qui est compréhensible. Des fois, la compatibilité, c'est une donnée qui va arriver altérée. Donc là, évidemment, dans un contexte de santé, ça peut être extrêmement problématique. Et vu que toutes ces machines-là se parlent entre elles, le but de l'interopérabilité, c'est que ça se fasse de manière extrêmement fluide, très, très efficace, ce qui, d'un côté, est intéressant parce que ça permet d'avoir rapidement des données de qualité lorsque c'est bien fait pour pouvoir intervenir. Cependant, ça vient de changer énormément la manière dont on conçoit, par exemple, le traitement de l'information de santé, qu'on le concevait, où on demande un consentement explicite pour chaque transmission d'informations, notamment d'un établissement à un autre. C'est changé beaucoup avec le dossier Santé Québec, là, qui, pour certains renseignements de santé, permet une circulation à très large échelle de l'information des renseignements de santé, mais ça demeure quelque chose qui est plus difficile dans les secteurs qui ne sont pas couverts directement par le dossier de Santé Québec et pour lesquels on a encore besoin de... Bien, il y a des formules de consentement qui sont adaptées maintenant pour, par exemple, un partage de données à l'intérieur d'une même équipe traitante et aussi bien, pour obtenir le consentement du patient pour le type de partage beaucoup plus fluide et beaucoup plus large qui est maintenant possible grâce à l'interopérabilité. Donc, à partir de ces caractéristiques-là, et donc l'ensemble des facteurs de risque qu'on a pu identifier, la Commission est allée chercher quatre grands enjeux. Vous avez notamment dans les feuilles là, que je vous ai remis, à la toute fin, vous avez de causes explicatives pour les 4 enjeux en question, avec notamment aussi, juste avant, une définition un peu plus des valeurs aussi qui sont impliquées. Donc, juste pour les dire rapidement, donc, innovation, transformation du contexte de soins. Donc, j'en ai parlé déjà, justement, les restructurations que ça demande, le fait qu'on est au-delà de l'innovation technologique, mais aussi dans une innovation qui touche les relations entre les individus, les personnes, les organisations. Qualité de la relation professionnelle, protection des personnes en situation de vulnérabilité. Bien, là-dedans, on a l'idée que, bien, c'est ça, la qualité de la relation qui peut être mise à mal ou qui peut même être améliorée selon les situations par la technologie. Et quand même, l'idée qu'il faut faire attention pour que ces transformations-là de la relation, qui ne sont pas nécessairement négatives, hein, je le répète, n'entraînent pas cependant des situations où on crée, où on amplifie la vulnérabilité de certaines personnes. Donc, on peut parler un exemple simple serait de personnes qui ont, par exemple, le même niveau de littératie numérique ou de littératie technologique, qui se retrouvent à devoir opérer avec une nouvelle forme de technologie. Il faut s'assurer que cette personne-là est quand même bien outillée pour pouvoir le faire. Et si elle ne peut le faire ou si elle ne veut pas le faire, qu'on a des solutions de rechange quand même à lui proposer au lieu de ne pas simplement la laisser, que ce soit un oui ou non, là, télésanté ou non. Médicalisation du milieu de vie, autonomie des personnes, c'est davantage dans télésoins à domicile, où on parle donc de soutien de soins à domicile par la télésanté. Ça, le contexte, la politique quand même de soins à domicile au Québec est très, très centrée sur l'autonomie des personnes et le respect des valeurs des personnes. Donc, la Commission réitère un peu cette position-là ici. Et finalement, la confidentialité des renseignements de santé, le respect de la vie privée. Bien, c'est un classique de l'éthique des technologies de l'information. Évidemment, bien, on l'a vu à peu près à chaque étape, là, la question de la gestion des renseignements est importante. À partir de ces enjeux-là, donc, comme je vous disais tantôt, on identifie 4 grandes valeurs qui se trouvent donc au cœur de la télésanté. La confiance,
la première qui ressort, qui s'ajoute à, on peut dire, des classiques là, de l'éthique biomédicale. La confiance, essentiellement, justement parce qu'on parle de technologie de la communication, où on parle de bouleversement de relations humaines, la confiance qui est un élément essentiel dans une relation clinique de qualité, qui est aussi un élément essentiel dans les rapports entre les professionnels entre eux, dans l'exercice de leurs attributions, puis qui peut être difficile à reconstruire lorsqu'on bouleverse notamment les réseaux de référence entre les professionnels en intégrant d'autres plateformes de référence par la télésanté. Donc, un professionnel qui se retrouve pour pouvoir utiliser la télésanté, de faire affaire avec des professionnels qu'il ne connaît pas nécessairement, mais qui, eux, sont sur la même plateforme. Donc, ça vient changer un peu sa manière d'opérer et d'une manière qui est une manière assez différente aussi de ce que les professionnels de la santé, ou surtout les médecins, peuvent être habitués. Et là, ça touche surtout aussi au mode d'organisation des soins. Les médecins qui sont souvent plus habitués à un mode peut-être hiérarchique. Et là, avec l'idée d'avoir des équipes multiprofessionnelles, très, très réseautées, on atteint un mode d'organisation qui est un peu plus, on peut dire, horizontal et qui demande une adaptation importante. Et donc, à ce niveau-là, toute réforme organisationnelle devra reposer sur la confiance des acteurs. Donc, on revient au cadre que je présentais au départ. Donc, il nous reste la section principes qui n'est pas encore abordée, que je vais faire rapidement. Donc, les principes, en fait, on en a 4 qui ont été identifiés, comme ça ici. Donc, accessibilité à des soins pertinents de qualité, distribution juste et équitable des ressources, partage de la responsabilité entre les différents acteurs et consentement libre et éclairé des personnes. Donc, accessibilité à des soins, bien, ça va un peu de soi. C'est un principe, on pourrait dire, d'égalité, où on veut que toute personne, peu importe évidemment sa race, sa langue, ses caractéristiques socio-économiques, puisse avoir accès aux soins qui sont pertinents à son état de santé et ou un niveau de qualité qui est relativement équivalent quand même à travers le territoire entre les classes sociales. Donc, ça implique de chercher à aplanir certaines disparités, notamment en termes d'informatisation du réseau et d'offres en différents points de service. Évidemment, bon, la qualité de la bande passante n'est pas nécessairement la même partout sur le territoire. Ça limite certaines avancées. À ce niveau-là, bien, il y a de l'intervention qui peut être faite pour améliorer ça. Puis évidemment, on parle de disparité aussi. La cité médicale à Sainte-Foy n'a pas les mêmes capacités d'intervention, le même support technologique, par exemple, que le CLSC Basse-Ville. Donc, ce genre d'éléments-là, entre les établissements aussi, la Commission demande au gouvernement d'améliorer, de tenir en compte, ou moins de pallier ces disparités-là. Ensuite, on part d'un principe d'égalité, on s'en va vers un principe plus d'équité, parce qu'évidemment, l'accessibilité, la qualité, c'est extrêmement souhaitable, mais ça repose pour s'actualiser sur des ressources humaines, financières, matérielles, qui demeurent limitées. Et donc, à ce niveau-là, il y a quand même la nécessité de faire de la priorisation, puis éventuellement aussi de pouvoir restreindre aussi l'offre de services qui, à ce moment-là, devra être fait. La Commission propose des lignes assez plutôt procédurales, là, dans l'idée que ça devrait pouvoir se faire de manière plus transparente possible et surtout en intégrant des expertises diverses, les perspectives des différents acteurs, donc notamment société civile, patients, et donc pas uniquement là, des comités d'experts. Ensuite, partage de la responsabilité entre les différents acteurs. Mais écoutez, j'en ai déjà parlé un peu avec la question de ce qui inquiétait le plus la Commission, c'était la dilution de la responsabilité, le fait que la chaîne puisse être extrêmement fragmentée entre la conception et du service, le soutien technique, la mise en œuvre et la prestation de soins. Et chaque étape peut être extrêmement déterminante dans la qualité du résultat final. Donc, l'importance de pouvoir avoir une coordination de ces acteurs-là, puis une prise en compte des besoins dès le départ, d'une part, pour pouvoir assurer qu'il y a une responsabilité qui est partagée, qu'on comprend de cette manière-là, donc pour identifier les causes des problèmes, puis intervenir aux besoins.
Et finalement, bien, le consentement libre éclairé des personnes, évidemment, très important, qui demande d'être un peu modifié pour intégrer non pas uniquement l'intervention elle-même, mais aussi le mode d'intervention, donc le fait qu'on procède par télésanté versus une consultation en personne. Bien, il y a des éléments supplémentaires à ajouter sur les risques, par exemple, de l'intermédiaire technologique qui devrait pouvoir être présenté aux patients, bien expliqué de manière distincte et pour s'assurer de son consentement, non pas uniquement à l'acte qui va être posé, mais aussi à la manière dont il va être posé par le biais de la télésanté. Donc, je vous avais déjà présenté rapidement les 4 enjeux. On va repasser vite sur les 4 slides. Ça, on pourrait y revenir en période de questions si vous voulez revenir sur certains enjeux plus spécifiquement. Je vais terminer maintenant simplement vous présentant les 5 grandes recommandations, 5 grands blocs de recommandations de la Commission pour nous permettre de conclure là-dessus. La Commission recommande en premier lieu de mettre en place des mécanismes de veille, d'évaluation, de liaison et de transfert de connaissances qui sont plus adaptés pour rendre disponibles des données de qualité sur l'efficacité des applications de télésanté. Donc, comme je vous disais, on manque beaucoup d'informations. On aurait besoin d'évaluations plus systématiques des projets, surtout qu'on veut passer. On est rendu à l'étape qu'on nous dit de passer du projet pilote, vraiment un plan d'ensemble. Pour ça, il va falloir se donner les outils en termes scientifiques pour le faire. Ensuite, soutenir les usagers, les proches aidants, les professionnels dans la transformation du contexte de soins que l'innovation et la télésanté entraînent. Donc, les soutenir, mais aussi les intégrer carrément aussi au processus de décision, puis s'assurer que leurs préoccupations sont bien prises en compte et les soutenir notamment, par exemple, les usagers par un soutien professionnel lorsqu'il vient le moment de prendre eux-mêmes, de colléger eux-mêmes des données, par exemple. S'assurer qu'on ne leur transfère pas trop d'éléments de responsabilité sur leurs épaules lorsqu'ils, par exemple, doivent agir seuls à la maison avec la technologie, alors qu'ils pourraient être normalement dans un autre contexte, être aidés par le professionnel. Intégrer les proches aidants, s'assurer qu'ils ne soient pas marginalisés par l'introduction de la technologie. Et aussi, eux aussi doivent traiter avec la technologie parfois complexe, s'assurer qu'ils sont toujours bien intégrés dans ces démarches-là. Ensuite, soutenir la pratique professionnelle, notamment au moyen de lignes directrices et de formation pour maintenir et améliorer la qualité de la relation clinique, compenser les limites de l'intermédiaire technologique, prévenir des situations de vulnérabilité. Donc, à partir de nouvelles données scientifiques, ça se fait de plus en plus. En fait, les lignes directrices, il y en a qui se mettent surtout à partir des ordres professionnels ces temps-ci. Il y a quelques lignes qui ont été faites par l'AETMIS, l'Agence d'évaluation des technologies et des modes d'intervention en santé, dans les années 2000. Ça pourrait être réévalué maintenant par ce qui est devenu l'INES pour les applications de télésanté les plus à même à être déployées à grande échelle. Et surtout tenir compte des facteurs humains, des facteurs et des dimensions importantes comme l'impact sur la relation de confiance que peut amener l'introduction de la télésanté dans une relation clinique. Donc, pouvoir mieux documenter ça, puis l'intégrer dans les lignes directrices. Et surtout dans des formations au jugement professionnel, pour alimenter le jugement professionnel, parce qu'on est devant une foule de situations, on est devant une foule de technologies où on aura beau avoir des lignes directrices, c'est évident qu'il va quand même y rester une bonne part de cas par cas. Et donc, la formation continue va être très importante à ce niveau-là pour soutenir les professionnels. En télésoins à domicile, respecter l'autonomie de la personne lorsque des soins sont rendus chez lui, donc pour s'assurer évidemment que son milieu de vie demeure un milieu de vie, non pas un milieu qui lui rappelle constamment sa situation de santé. Puis finalement, garantir la sécurité des renseignements de santé lorsqu'ils circulent ou sont constamment en dehors du réseau de la santé. À l'intérieur du réseau, il n'y a pas de scandale, mais à l'extérieur, c'est extrêmement problématique. On est encore à se demander même des fois qu'est-ce qui se passe. Donc, tout ce qui se fait par courriel, tout ce qui se fait par des technologies personnelles, la Commission demande à la Commission d'accès à l'information ou autres organismes pertinents de se pencher sur cette question-là pour s'assurer qu'on demeure, qu'on peut assurer cette sécurité-là des renseignements puis la confidentialité. Donc, je vous laisse sur ça et je suis prêt à prendre vos questions. Merci beaucoup.